Imaginez une journée ordinaire. Le ciel est clair. Le soleil brille doucement au-dessus des immeubles et des collines. Les voitures de roule-craint calmement dans les rues. Les gens marchent vers leur bureau. Les enfants rient en courant vers l'école. Les oiseaux chantent. Les vagues clapotent contre les quais. C'est une journée paisible, banale, sans histoire. Une de ces journées où rien ne laisse présager que tout va changer. Et puis, soudainement, sans le moindre avertissement, quelque chose fend le ciel comme une lame de feu. Une lumière aveuglante traverse l'atmosphère. C'est un astéroïde, une masse colossale de roches et de métal, presque un demi-kilomètre de diamètre, surgissant du vide cosmique à une vitesse folle. Il file à plus de 70 000 km/h. Ce n'est pas un petit fragment. C'est un géant, une arme cosmique, la colère de l'espace dirigée droit vers la Terre. Mais il ne vise ni une ville, ni une montagne. Il ne s'écrase pas sur une zone désertique. Non, ce monstre céleste plonge droit dans l'océan Atlantique. L'impact, la naissance du cataclysme. Au moment de l'impact, l'explosion est titanesque. C'est comme si des milliers de bombes nucléaires avaient explosé en même temps. La lumière est aveuglante. L'onde de choc se propage dans toutes les directions. Mais contrairement à un impact terrestre, ce n'est pas la chaleur ou les débris qui causent le Flame Hero le plus de dégâts. C'est l'eau, une force invisible, silencieuse au début, mais absolument impitoyable. L'eau est déplacée avec une brutalité extrême, comme si l'océan lui-même hurlait. L'astéroïde touche la dorsale médio-atlantique, cette immense chaîne de montagnes sous-marines, vivante et fragile. L'impact y provoque une fracture massive, une ouverture soudaine de la croûte terrestre. Une cavité énorme se forme instantanément. Autour, des milliards de tonnes d'eau sont éjectées dans l'air, comme si l'océan explosait vers le ciel. L'eau monte en colonne prune noire, retombe en pluie acide, salée, brûlante. Puis vient le silence, suivi d'un grondement sourd. Le sol tremble. Des ondes sismiques parcourent les profondeurs et atteignent les continents. Mais ce n'est qu'un prélude. Le vrai cauchemar commence à peine. Une vague, puis une autre encore. Des tsunamis, mais pas ceux que l'on connaît. Ce ne sont pas de simples vagues. Ce sont des murs liquides, immenses, plus hauts que les gratte-ciel, plus rapides que des avions. Chaque vague porte en elle l'énergie de millions d'explosions, et elles ne s'arrêtent pas. Elles s'étendent, accélèrent, se propagent dans toutes les directions. Les premières victimes, 60 minutes avant l'anéantissement. Dans les premières de 30 minutes, les petites îles voisines de l'impact, comme l'archipel du Cap-Vert, disparaissent. Littéralement. Rien ne subsiste, ni arbres, ni maisons, ni habitants. Juste un vide d'eau et de boue. Puis vient le tour de l'Afrique de l'Ouest. Dakar, capitale du Sénégal. Banjul en Gambie, Bissau en Guinée-Bissau. Des villes entières balayées comme des châteaux de sable face à une marée brutale. Les vagues ne ralentissent pas. Elles poursuivent leur chemin, elles traversent l'Atlantique. Lisbonne était la prochaine grande cible. Elle n'a qu'une heure, peut-être un peu plus. Mais il n'y a pas de sirène. Aucun plan d'urgence n'a prévu cela. Personne n'a imaginé qu'un mur d'eau de 60 mètres puisse arriver à cette vitesse. À peine le temps de comprendre que la vague est là. Et alors, c'est trop tard. Lisbonne est engloutie. Ses rues pavées, ses quartiers anciens, ses tramways jaunes emblématiques, tout disparaît. Le fleuve Tage devient un torrent de destruction. Le pont du 25 avril, immense, se déforme comme du plastique. Il est emporté, plié, arraché. Plus loin, les Caraïbes sont frappés de plein fouet. Par l'est, par l'ouest. Les vagues s'entrechoquent. Cuba, la République dominicaine, la Jamaïque. L'eau les engloutit en quelques instants. Les plages de sable blanc deviennent des champs de ruines. Pendant ce temps, la côte est des États-Unis regarde l'horreur arriver. De New York à Miami, il reste environ 6 heures. C'est peu, trop peu. Les autorités paniquent. Les médias appellent à l'évacuation. Mais les routes sont déjà bloquées, les aéroports débordés, les stations-service sont à sec. Les gens fuient, mais vers où ? Le mur d'eau approche et rien ne peut l'arrêter. L'eau pénètre les terres. Les conséquences intérieures. Quand le tsunami frappe les côtes, ce n'est pas la fin, c'est le début d'un second enfer. L'eau ne s'arrête pas au rivage. Elle remonte les fleuves, inonde les terres, pénètre les villes.
À Londres, la Tamise déborde, monte jusqu'aux stations de métro. En quelques minutes, le réseau souterrain est noyé. Les tunnels deviennent des cercueils d'acier. À Paris, la Seine grossit, sort de son lit, envahit les boulevards, les musées, les hôpitaux. Amsterdam, protégé depuis des siècles par des digues, ne résiste pas. L'eau les dépasse. La ville est submergée. Des quartiers entiers disparaissent. Et si le système de pompage s'effondre. Les Pays-Bas, en grande partie sous le niveau de la mer, deviennent un nouveau fond marin. Les grands ports mondiaux ne sont plus que des souvenirs. Rotterdam, Hambourg, Le Havre, New York, Boston, détruits. Les conteneurs flottent à des centaines de kilomètres, les bateaux sont renversés ou envoyés dans les terres. Le commerce mondial s'arrête. Plus d'importation, plus d'exportation. L'économie mondiale entre dans une spirale descendante. Et ce n'est pas fini. Les centrales nucléaires construites en bord de mer subissent les pires scénarios. Certaines sont inondées, d'autres explosent, des nuages radioactifs s'échappent. Le monde entre dans un chaos absolu. Les gouvernements tentent de rassurer, les experts cherchent des solutions. Mais comment réagir quand toute l'infrastructure mondiale est engloutie? Aurait-on pu empêcher le désastre? La mission DART de la NASA, un exploit technologique sans précédent, a prouvé qu'il est théoriquement possible de dévier un astéroïde. Oui, l'humanité a réussi à frapper une roche spatiale avec une précision impressionnante. Mais cette réussite s'est produite dans un contexte parfaitement contrôlé. Le projectile était petit, bien identifié, observé depuis des mois. Rien ne laissait place à l'improvisation. C'était un test, pas une crise. Mais imaginons un autre scénario, un objet bien plus grand. 500 mètres de roche et de métal fonçant droit vers la Terre. S'il surgissait depuis une zone proche du Soleil, nos instruments ne le détecteraient pas à temps. Aveuglés par la lumière solaire, les télescopes au sol seraient inutiles. Peut-être qu'on l'apercevrait 12 heures avant l'impact. Peut-être moins, juste assez pour paniquer, pas assez pour agir. Et même avec une alerte précoce, que pourrions-nous réellement faire? Des millions de personnes habitent les zones côtières. Les infrastructures critiques sont exposées. Peut-on vraiment évacuer des villes entières en quelques heures? Peut-on sauver les centrales, les hôpitaux, les bases militaires? La réponse est brutale, non. Nous n'avons ni la logistique, ni la technologie, ni même la coordination politique pour faire face à un tel danger. Et pourtant, ce n'est pas un scénario de science-fiction. Chaque année, des centaines d'astéroïdes de taille significative croisent l'orbite de la Terre. Un simple changement de trajectoire, un infime décalage gravitationnel, et l'un d'eux pourrait devenir notre cauchemar. L'avertissement ignoré quand l'espace frappe sans prévenir. Rappelons-nous 2013, un matin ordinaire en Russie. Soudain, un météore entre dans l'atmosphère et explose au-dessus de la ville de Tcheliabinsk. Aucune alerte, aucun avertissement. L'onde de choc a brisé des milliers de vitres, blessé plus de 1500 personnes, et ce n'était qu'un objet de 20 mètres. 8 ans plus tard, en 2021, un astéroïde d'environ 100 mètres passe à une distance astronomiquement minime de la Terre. Encore une fois, il est détecté après son passage. Trop tard pour agir, trop tard pour prévenir. Ces événements devraient nous réveiller, mais le monde oublie vite. La vérité, c'est que notre système de détection est à peine suffisant. Nos télescopes, aussi avancés soient-ils, ont leurs limites. Les programmes de surveillance spatiale manquent cruellement de financement. Nous faisons face à une menace cosmique, avec des outils conçus pour des problèmes terrestres. Pendant ce temps, le ciel reste un mystère, un océan noir, où des projectiles errants peuvent-ils surgir à tout moment sans prévenir. L'effondrement total, au-delà de la vague. Supposons que l'impact a eu lieu, que la vague géante a tout balayé sur son passage. Ce n'est que le début, car après le choc initial, commence une autre horreur, la survie. Les survivants, s'il y en a, sont isolés, coupés du reste du monde. Les hôpitaux, inondés ou détruits. Les routes, effondrées, impraticables. Les réserves de nourriture, submergées, contaminées par l'eau salée, les boues toxiques, les déchets, les secours, inexistants. Les hélicoptères ne peuvent pas voler dans un ciel saturé de cendres. Les avions ne peuvent pas atterrir sur des pistes disparues. Les bateaux sont détruits. Les réseaux de communication sont coupés. Pas de téléphone, pas d'internet. Le silence. Et puis viennent les maladies.
L'eau stagnante devient un nid à moustiques, le choléra, la fièvre. Les cadavres flottent, décomposés, dans les rues. L'odeur de la mort envahit l'air. Les épidémies se propagent. Il ne s'agit plus de reconstruire. Il s'agit de survivre, un jour de plus. Et même si l'on voulait rebâtir, comment faire? L'énergie manque. Les centrales sont détruites. Le transport est impossible. Les matériaux sont bloqués. La coordination, inexistante. Ce n'est plus une ville sinistrée. C'est une société à genoux. Une fin silencieuse. Un impact de cette ampleur ne détruit pas seulement les bâtiments, il détruit les civilisations, il efface les cultures, les langues, les souvenirs. Il ne restera pas de ruines majestueuses à explorer dans un futur lointain. Il n'y aura pas d'archives à exhumer. Le monde tel que nous le connaissons disparaîtrait. Pas dans une explosion spectaculaire, mais dans un effacement total. Et le plus terrifiant, c'est le silence. Ce n'est pas une fin dramatique, c'est une disparition lente, inexorable, une terre vidée de sens, vidée de voix, juste le bruit du vent, des vagues et du néant. Et si c'était votre ville? Vous pensez être à l'abri parce que vous vivez loin de l'océan? Vous vous trompez, car la prochaine fois, l'astéroïde pourrait frapper directement une zone urbaine. Pas une mer, pas un désert, une ville, peut-être la vôtre. Imaginez, une lumière aveuglante, puis une chaleur intense, une onde de choc qui pulvérise tout, des débris projetés à des kilomètres, et tout cela en moins de 5 secondes. Aucun abri, aucun refuge, juste une fin immédiate. Et ce n'est pas une fiction, c'est une éventualité. À suivre. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons un scénario encore plus effrayant, celui d'un impact direct sur une métropole, l'horreur sans l'eau, le feu, les débris, la poussière. Et l'effondrement en temps réel. Abonnez-vous, restez vigilants, car ce que vous ignorez pourrait littéralement vous tomber dessus.